Que los milicianos los moros pasarán. Et c'est une des chansons les plus célèbres de la guerre d'Espagne. Aragon, évidemment, était du côté, comme Malraux, du côté républicain, au sein d'un parti communiste auquel dont Malraux était en marge. Mais enfin, il était très proche d'Aragon à ce moment-là, politiquement parlant, alors que Aragon ne voit plus Drieux. Oui, tout à fait. Bien qu'il faut situer autour de la guerre d'Espagne et, à mon avis, avec une certaine influence de ce qu'il a vu en Espagne, la prise de distance de Malraux vis-à-vis du communisme, dont il a été très proche, presque à être considéré un compagnon de route dans les années 34-36. À partir, d'ailleurs, il y a à ce sujet une première version dont on a beaucoup parlé de l'espoir et une version définitive qui est là vraiment où se situe un peu cette amorce de détachement. Alors que dans le cas d'Aragon, qui n'a pas le même rôle international, n'est pas à ce moment-là un écrivain aussi mondialement connu que Malraux, qui a eu un succès extraordinaire avec La condition humaine. Ça relève plutôt du rôle d'un écrivain du parti qui est très fort dans l'organisation, surtout l'organisation des congrès antifascistes. Et voilà, donc son rôle est, de ce point de vue, un peu plus effacé. Alors, congrès antifasciste, évidemment, qui interdit au moins à Aragon de revoir Drieux, car Drieux, La Rochelle, pendant ce temps-là, lui, a adhéré, a basculé dans le fascisme. Pour quelle raison, Maurice Serra? Ça, c'est et à quel moment C'est très difficile. On peut le situer dans le temps. Ça, c'est relativement facile. C'est en principe vers 1935 que s'amorce d'une part avec ses voyages en Allemagne. Et d'abord, il avait déjà vu l'Italie fasciste, mais c'est surtout l'Allemagne qui le frappe en ce moment-là. Et puis certainement la rencontre avec un homme comme Doriot, qui lui semble être vraiment l'alternative à tout ce qu'il voit de périmé, voire de corrompu, de passé dans le monde parlementaire français. Il faut rappeler qui était Doriot. Doriot est un transfuge du Parti communiste qui va être le grand chef du fascisme français dans les années 30, à la fin des années 30. Tout à fait. C'est un personnage d'ailleurs qui a une personnalité incontestable et qui a, de ce point de vue-là, joué un rôle très négatif chez Drieux parce qu'il a vu en lui ce qu'il appelle l'homme qui sue, c'est-à-dire l'anti-intellectuel, ce que d'ailleurs Doriot n'était pas, mais il en avait les poses, il en avait les attitudes, il avait compris ce besoin de virilisation d'une certaine famille d'émarginés, d'intellectuels émarginés dont Drieux faisait partie. Doriot, chef du Parti populaire français. Ce qu'il y a de curieux, au fond, bien sûr que le Parti populaire français, le Parti fasciste français n'a rien avec le Parti communiste, mais à la tête du Parti communiste, il y a quelqu'un qui a à peu près la carrure de Doriot, c'est Maurice Thorez. Plus tard, alors rien à voir avec les deux hommes ni avec les deux partis, on verra également Malraux suivre aveuglément le général de Gaulle, comme si les trois avaient besoin d'un père, trois pères différents, mais c'est assez étonnant cette adhésion, plus peut-être à une idéologie qu'au chef, au fond. Il y a le culte du chef, de la force aussi, à l'évidence, chez les trois hommes. Ah oui, je pense que vous avez touché, Patrice Gélinet, à ceux que j'essaie de mettre un peu à point dans ce livre, c'est-à-dire il y a moins l'idéologie, vous le dites excellemment, que le chef, que le besoin du chef. Est-ce parce que le chef est un père? Est-ce que parce que le chef couvre de son ombre toutes les contradictions et les doutes qu'ils veulent balayer par cette adhésion qui est à la fois mystique, sentimentale et idéologique? Il y a une part de cela. Alors dans le cas de Drieux, cette adhésion est assez grave parce que plus qu'une adhésion au PPF de Doriot, ça va le conduire quand même à la collaboration avec l'Allemagne. La guerre éclate et il collabore avec l'Allemagne par le truchement d'un homme qui est important, qui est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz, qui va faire en sorte que Drieux prenne la direction de la très prestigieuse NRF, la Nouvelle Revue Française de Gallimard. Et ça, c'est un rôle qui est quand même embarrassant, parce que ça veut dire que Drieux, accepte, se soumet à une censure. La liste Otto Abetz, c'est l'interdiction de plus de 1000 livres à l'époque. Ce choix de Drieux, quand même, est extrêmement grave. Oui, il est extrêmement grave. Il faut quand même
placé dans le contexte de l'époque. La NRF, c'est quand même quelque chose qui évoque les grandes années de la culture française et de la littérature française, de l'avant-guerre, de l'avant-première guerre mondiale. Donc, la tentative de Drieu à ce moment-là est peut-être de considérer qu'il peut y avoir une collaboration noble, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une possibilité de conserver cette réserve, ce patrimoine de culture française, en trouvant chez Abetz... Sous l'œil des Allemands, c'est quand même difficile. Oui, mais vous savez, Abetz est un personnage très séduisant et Drieu est de ce point de vue-là un personnage très naïf politiquement. Donc je pense qu'il a certainement essayé, Abetz, de lui faire croire, je dis bien de lui faire croire, il n'y avait d'ailleurs pas qu'Abetz, il y avait à ce moment-là une présence culturelle allemande de très grande qualité à Paris, qui jouait quand même les maîtres sorciers avec un certain nombre d'intellectuels français. Cela dit, il n'y a pas de rupture, même s'ils ont rompu, si leur amitié est finie, ils se voient encore, les trois hommes. Par exemple, Drieu fait publier dans la NRF, comme c'était prévu avant la guerre, Les Voyageurs de l'Impériale d'Aragon. Oui, on a été très dur vis-à-vis du rôle de Drieu, parce qu'on a lu d'une façon, à mon avis, trop littérale, des passages du journal de Drieu qui sont extrêmement accablants pour Aragon. Mais ils sont accablants pour tout le monde et pour lui-même. Et il faut toujours voir ce que Drieu écrit et ce qu'il fait. Ce sont deux choses différentes. Drieu qui garde contact aussi avec André Malraux, au point d'ailleurs d'être le parrain du fils d'André Malraux. Nous sommes en 1943. Ça, c'est une amitié sans faille. Oui. Ça, c'est une amitié sans faille. Et puis Drieu qui participe également au voyage des écrivains français sous le patronage de Goebbels, organisé à Weimar en 1942. À l'occasion de la semaine du livre allemand, de nombreux poètes et écrivains représentant 14 nations se sont réunis à Weimar. Ainsi se crée un courant d'échange culturel dans le cadre de la Nouvelle Europe. À la tête de la délégation française, citons messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieu-La Rochelle. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar, où nous avons reçu un accueil simple et libéral. Nous avons renoué des conversations avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, n'exagérons pas, de feindre d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. C'est ainsi que nous avons pris à Weimar une bonne leçon sur la persistance de la civilisation européenne au milieu des pires menaces. Et c'est la seule voix enregistrée de Drieu-La Rochelle. Vous l'avez jamais entendue, vous qui connaissez bien Drieu-La Rochelle, Maurizio Serra. Non, et il faut dire qu'elle correspond un peu à l'idée qu'on se fait en lisant les témoignages sur son attitude distante et dédaigneuse à Weimar en particulier. Oui, on a l'impression qu'il ne croit pas en ce qu'il dit, là. Non, je cite dans le livre le témoignage d'un écrivain italien qui était présent et qui parle d'un Drieu enfermé dans une réserve ironique comme il convenait à l'homme qui se proclamait le plus intelligent du Congrès. Je pense qu'il se sentait très mal à l'aise dans cette Et vous dites qu'il est le compagnie. premier à avoir senti qu'au fond, la guerre était perdue pour le Troisième Reich. Il continue d'ailleurs de collaborer, mais sans aucune espèce d'illusion. Et puis alors, très compromis bien sûr, il se cache à Paris, protégé par Malraux, qui, lui, a rejoint la résistance gaulliste, et il va même essayer, Drieu, il demande à Malraux de rejoindre la résistance. Ah oui, mais il n'est pas le seul. Il y a toute une série d'amis d'avant-guerre et même d'amis de pendant la guerre. Et là encore, le témoignage extraordinaire d'Emmanuel Berle, qui s'évertuent, qui font tout pour pouvoir sauver Drieu, pour lui dire passe donc en Suisse pendant quelques mois et puis tu verras, les choses vont changer. Il n'y a rien de vraiment sérieux contre toi. Il n'y a pas d'abomination, voire de crime, si ce n'est de collaboration intellectuelle, qui puissent être imputés, mais il refuse. Il y a déjà une vocation suicidaire très forte à ce Il se moment-là. suicide le 15 mars 1945, tandis que Malraux et Aragon vont survivre à Drieu-La Rochelle pendant plus de 30 ans, mais sans jamais renier leur amitié. Alors, Aragon et Malraux
ne se voient plus, bien sûr, l'un étant gaulliste, devenant même ministre du général de Gaulle, Aragon restant fidèle jusqu'au bout au Parti communiste, donc les deux hommes ne se voient pas beaucoup, mais aucun des deux ne renie son amitié avec Drieux. Malraux, par exemple, vous le dites, quand il est ministre, va faire en sorte, et même avant, quand il sera ministre de la Culture du général de Gaulle, faire en sorte de publier Drieux-La Rochelle, qui évidemment était un peu oublié après la guerre dans l'édition. Oui, pour des raisons évidentes qui tiennent à son rôle public, il n'intervient pas directement, mais il y a maints témoignages sur son rôle essentiel dans la publication et la republication des écrits, voire des inédits de Drieux. Qu'on redécouvre d'ailleurs, qu'on a redécouvert au tout début des années 60 avec le film de Louis Malle, Le Feu follet, remarquable. Ensuite édité, écrit en 29, mais Tout à fait. édité par Gallimard. Et Aragon, lui non plus, Aragon n'oublie pas Drieux. Il n'en parle jamais, sinon à Francis Crémieux pour dire au fond que c'est Drieux qui était le personnage d'Aurélien en même temps que lui-même. Mais à la fin, à l'extrême fin de sa vie, il fait un dessin de Drieux, comme si il fallait, alors qu'il ne l'a pas vu depuis 60 ans, comme s'il fallait à tout prix qu'il se souvienne de son amitié, de sa première jeunesse, comme le disait Aragon. Oui, tout à fait. Et c'est grâce à mon ami Jean Ristat, le poète et l'héritier d'Aragon, que j'ai pu disposer, nous l'avons mis sur la couverture du livre, de ce dessin extraordinaire. C'est un dessin d'un Pierre Drieux dit La Rochelle, est Aurélien, est Bérénice, qui est vraiment un dernier témoignage, je pense, assez unique, de cette fidélité à l'amitié malgré tout. Et d'une amitié tout à fait incroyable, comme si au fond, malgré le temps, malgré les idéologies, elle avait duré pendant longtemps. C'est ça au fond peut-être la leçon de votre livre, Maurice Océra. Ça n'a jamais été fait de faire comme ça une biographie comparée de trois hommes différents dont tout le monde a oublié aujourd'hui qu'ils avaient été amis pendant plusieurs années. Oui, et quelle amitié et quelle histoire. C'était une émission du 16 avril 2008. Je signale que Mauricio Serra est l'auteur de Les Frères séparés, Drieux-La Rochelle, Aragon, Malraux, Face à l'histoire, publié aux éditions de la Table Ronde dans la collection Vermillon. Je signale aussi l'apparition de Notes pour un roman sur la sexualité, une publication inédite de textes de Drieux-La Rochelle, paru aux éditions Gallimard, un texte original dans lequel Drieux parle pour la première fois de sa sexualité. Vous avez pu entendre un extrait du film Aurélien d'Arnaud Sélignac, édité en DVD chez LCJ, ainsi qu'une archive de 1941, issue du DVD de Marc Ferraud, Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, disponible chez Nouveau Monde Édition. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Anne-Laure Cochet et Céline Bonhomme, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Franck Olivard, Claire Destacan et Élise Médetonnion, une réalisation de Anne Kobilac.